Sous-espace stable. D'abord une définition. On prend grand E, un K espace vectoriel, U appartenant à L de E, grand F, un sous-espace vectoriel de grand E. On dit que F est stable par U. Si U de F est inclus dans F. Bon, alors une remarque. Dans ce cas, on dispose de l'application petit v qui va de grand F dans grand F, qui a x associe U de x, puisque pour x appartenant à grand F, U de x appartient à grand F, donc on peut parler. On a petit v, évidemment, une application, un endomorphisme de grand F, qu'on appelle dit endomorphisme induit par U sur le sous-espace stable F. Bon, on s'autorisera parfois, notation éventuelle, V égale U restreint à grand F, bien que ce ne soit pas tout à fait la restriction, parce que la restriction de U à grand F, c'est une application qui va de grand F dans grand E. Alors, proposition. Donc on prend toujours grand E, un K espace vectoriel, qu'on va supposer évidemment ici de dimension finie, parce qu'on va prendre des bases. U appartenant à L de E, F un sous-espace vectoriel de grand E, E1, EP, une base de grand E, de grand F complétée en E1, EN, base de grand E. Alors, F est stable par U. Si et seulement si la matrice de U dans la base E1, EN est de la forme grand A, grand B, 0, grand C, avec ici P', ici N-P, ici P colonne. Dans ce cas, grand A, c'est la matrice de V, l'endomorphisme induit, hein, dans la base E1, EP. Bon, c'est absolument évident. Il suffit évidemment d'écrire que U de EI doit appartenir à grand F, dont doit être uniquement combinaison linéaire de E1, EP. Donc voilà, c'est exactement
et des zéros ici. Alors, une autre proposition. On prend toujours le grand E, un carré espace vectoriel. Et on suppose qu'on a décomposé E en une somme directe de sous-espaces vectoriels E1, EP. Alors, soit une base E, une base de grand E adaptée à cette décomposition. Ce qui veut dire qu'on a réuni, on a obtenu E en réunissant une base de E1, une base de E2, etc., jusqu'à une base de EP. Alors, soit U appartenant à L de E. Alors, on a équivalence de premièrement chacun des EI est stable de U par U, et deuxièmement voilà, et la matrice de U dans la base E est de la forme A1, A2, AP, un tableau diagonal de matrice. Bon, alors évidemment, la matrice AI, c'est la matrice de l'endomorphisme de EI induit par U. Démonstration, bon, ça c'est facile aussi. Hein. Alors ça c'est pour les termes en gros diagonal. Parlons encore pour la triangulaire. Alors, définition, donc on prend le grand E, un carré espace vectoriel de dimension finie. On appelle drapeau de grand E tout de suite. E1, EN. De sous-espace vectoriel de grand E, tel que 0 inclus et différent de E1, inclus et différent de E2, avec n égale la dimension de grand E. Ce qui impose évidemment que tout pour tout cas, la dimension de k est égale à k. Alors on a une proposition, un petit peu du même type que ici, proposition. Donc on a toujours E, un carré espace vectoriel de dimension finie. Zéro inclus est différent de E1. Un drapeau de grand E. E rond, une base de grand E adaptée à ce drapeau. C'est-à-dire que, quel que soit k,
E1, EK est une base de EK et avec E égale E1, EN. Alors on a équivalence de premièrement alors pour tout i U de EI est inclus dans EI, et deuxièmement, la matrice de U dans la base E est triangulaire supérieure. Évidemment, on a choisi un U appartenant à L de E. Valeur propre, vecteur propre, sous-espace propre. Alors, définition, on prend 32 interespace vectoriel, U appartenant à L de E. Alors, on dit que lambda appartenant à K est valeur propre de U s'il existe x différent de 0, x appartenant à grand E, tel que U de x égale lambda x. On dit alors que x est un vecteur propre de U associé à la valeur propre lambda. Alors, une remarque pour commencer. Bon, une remarque évidente que je n'écrirai pas. C'est qu'un vecteur propre est associé à une unité de valeur propre. Parce que si lambda x égale mu x, avec x différent de 0, ça fait lambda égale mu. Ce qui est plus intéressant, c'est dire que U de x égale lambda x est équivalent à U moins lambda l'identité de x égale 0. Donc, lambda est valeur propre de U si et seulement si U moins lambda fois l'identité de E est non injective. Bon, définition. Le spectre de U, eh bien c'est notre spectre de U d'ensemble des valeurs propres de U. Alors, une petite remarque en passant. Lambda est valeur propre de U si et seulement si U moins lambda fois l'identité est non injective. C'est une définition qui n'est pas partagée par tout le monde. On peut distinguer le spectre de U
hein, l'ensemble des valeurs propres de U. Ceci, c'est une définition qui n'est pas partagée par tout le monde. Pourquoi? Parce que U moins lambda fois l'identité de E est non injective. En dimension finie, ça équivaut à U moins lambda fois l'identité de E est non bijective. Alors, en dimension infinie, le spectre de U, c'est en fait l'ensemble des lambda tels que U moins lambda fois l'identité de E est non bijective. C'est la définition qui est en général utilisée. Bon, pour nous, ça nous suffira. Hein, on considérera l'ensemble des valeurs propres de U simplement. C'est le spectre de U. Alors, définition. Alors, si lambda est valeur propre de U, on appelle sous-espace propre de U associé à lambda, le sous-espace vectoriel que je noterai en général EU de lambda, hein, c'est le noyau de U moins lambda fois l'identité de E, hein, c'est les vecteurs propres de U associé à lambda, plus le vecteur nul. Alors, un théorème essentiel pour commencer. Prenons U appartenant à L de E, où U est un cas espace vectoriel. X1, XP, des vecteurs propres de U. Associés à des valeurs propres distinctes. En distinctes, c'est 2 à 2 distinctes, évidemment. Lambda 1. Lambda P. Alors, la famille X1, XP est libre. Démonstration. On va faire ça par récurrence sur P. Le résultat étant évident pour P égale 1, puisqu'un vecteur propre est non nul. Le résultat étant évident si P égale 1. Donc on suppose le résultat vrai pour P-1. Et on prend X1, XP, comme ci-dessus. Associé à lambda P des valeurs propres distinctes. Alors soit alpha 1, alpha P, tel que alpha 1, X1, plus alpha P, XP égale 0.
Alors on a 0 égale U de 0 égale U de alpha 1 x1 plus U de alpha p xp, ce qui fait évidemment alpha 1 U de x1 plus alpha p U de xp, qui est encore égal à alpha 1 lambda x1 plus alpha p lambda p xp. D'où 0 égale alpha 1 lambda x1 lambda 1 plus alpha p lambda p xp moins, eh bien lambda p fois alpha x1 plus alpha p xp, puisque ceci est nul. Le terme là est nul. Ce qui fait évidemment alpha 1 fois lambda 1 moins lambda p x1 plus alpha p moins 1 fois lambda p moins 1 moins lambda p xp moins 1. Puisque les termes ici, alpha p lambda p xp moins lambda p alpha p xp donne 0. Alors, par hypothèse de récurrence, on a que alpha 1 facteur de lambda 1 moins lambda p est égal à 0, alpha p moins 1, fois lambda p moins 1 moins lambda p est égal à 0. Bon, mais lambda 1 moins lambda p est différent de 0, lambda p moins 1 moins lambda p est différent de 0, donc alpha 1 égale alpha p moins 1 égale 0, puis alpha p est égal à 0, puisqu'il reste plus que alpha p xp égale 0 et que xp est différent de 0. Alors un corollaire, c'est prenons U appartenant à L de E, lambda 1, lambda p des valeurs propres distinctes, de U, alors EU de lambda 1, EU de lambda p sont en somme directe. Résultat très important. Les sous-espaces propres aux CS de valeurs propres distinctes sont en somme directe. Polynôme caractéristique. Remarque. Supposons que la dimension de grand E est finie. Et on prend U appartenant à L de E, lambda appartient à K. Alors, on a vu que lambda est valeur propre de U. Ça équivaut à U moins lambda fois l'identité non injective. C'est encore équivalent, puisqu'on est en dimension finie, à déterminant
de U moins lambda fois l'identité, mais on va préférer lambda fois l'identité moins U est égal à 0. Bon, si on regarde le déterminant de lambda fois l'identité moins U, en prenant une base et une matrice dans cette base, on constate immédiatement que c'est un polynôme en lambda, hein, et donc on obtient ceci est une fonction polynôme. Alors on sait bien que les fonctions polynômes posent des problèmes et qu'il vaut mieux considérer des polynômes formels. Alors évidemment, si je remplace lambda par grand X, ça n'a plus de sens, ceci. Donc il va falloir contourner un petit peu le problème en passant directement par les matrices, définition. Considérons M appartenant à MK de N, une matrice carré NN. On appelle polynôme caractéristique de M. Le polynôme qui M de X égale le déterminant de Xn moins M. Alors évidemment, la matrice Xn moins M est une matrice qui n'est plus à coefficient dans K, mais qui est d'un coefficient dans K crochet X. Alors pour éviter le problème avec les déterminants sur un anneau, on va considérer que c'est une matrice à coefficient dans K parenthèse X, les fractions rationnelles à coefficient dans K, mais bien évidemment le résultat, comme on ne fait que des additions et des multiplications, est un polynôme. Alors, les propriétés. Premièrement, si M et M' sont semblables, on a que T'M' de X est égal à T'M de X. Deuxième propriété, le polynôme caractéristique de la transposée de M est égal à T'M. Et enfin, troisième propriété, le polynôme T'M de X, il commence par X puissance n, c'est-à-dire qu'il est normalisé, moins la trace de M X puissance n moins 1, plus d'autres coefficients qui ne sont pas très significatifs en l'état actuel des choses, plus moins 1 puissance n, déterminant de démonstration. Pour le petit 1, si M' est égal à P-1 MP, T'M' de X, c'est le déterminant de X, M', Xin moins M', c'est-à-dire moins P-1 MP. Donc c'est le déterminant de P-1 fois Xin moins M P. Donc ça fait 1 sur déterminant de P fois le déterminant de Xn moins M fois le déterminant de P. Ce qui fait évidemment le déterminant de Xn moins M. C'est T'M de X. Bon, pour le petit 2, c'est évident puisque la transposée de Xn moins M est égale à Xn moins transposée de M, hein, et que deux matrices transposées ont le même déterminant. Pour le petit 3, alors, prenons la formule donnant le déterminant. Alors, je vais considérer que la matrice M, c'est la matrice des petits a et j. I et j comprend entre 1 et n. Donc, ça va faire, en utilisant la formule donnant le déterminant, T'M de X, c'est la somme, pour toutes les permutations sigma appartenant à Sn, de
epsilon de sigma, le produit de I del 1 à n, du coefficient d'indice I sigma de I de la matrice xn moins m. Alors c'est évidemment x delta I sigma de I moins petit a, indice I sigma de I. Alors, si sigma est différent de l'identité de 1n, il existe un petit k tel que sigma de k est différent de k, et alors delta, et alors sigma de k est encore différent de sigma de k puisque sigma est injective. Et autrement dit, on voit donc, dans ce cas, le cardinal de l'ensemble des I appartenant à un n tel que sigma de I est égal à I est inférieur ou égal à n-2, et donc le degré du polynôme produit de I del 1 à n de x delta de I sigma de I moins a I sigma de I, le degré de ce polynôme est inférieur ou égal à n-2. Donc, m de x est égal au terme correspondant à sigma linéaire d'identité, c'est-à-dire le produit de I del 1 à n de x moins ai, plus un polynôme R de x, avec degré de R inférieur ou égal à n-2. D'où m de x est égal à x puissance n moins la somme de I del 1 à n des aii fois x puissance n moins 1 plus R1 de x avec degré de R1 inférieur ou égal à n-2, ce qui montre que m de x est égal à x puissance n moins la trame de x puissance n-1 plus R1 de x. Alors, le coefficient constant du polynôme de m, c'est m de 0. Et m de 0, c'est évidemment déterminant de moins m. Moins 1 puissance n, déterminant de m. Bon. Alors, revenons à cette propriété 1. Remarque. D'après 1, si U appartient à L de E avec dimension de E finie, E et E' de base de grand E, M la matrice de U dans la base E, M' la matrice de U dans la base E', alors M et M' sont semblables, et donc ils ont même polynôme caractéristique. Autrement dit, ce qu'on voit, c'est que
le déterminant de la matrice de U dans la base E est indépendant du choix de la base E. Donc définition, considérons la dimension de E finie. U appartenant à L de E. On appelle polynôme caractéristique de U, le polynôme de sa caractéristique de sa matrice dans n'importe quelle base. Est indépendant de la base choisie. Alors, à partir de là, ben, on peut réappliquer ceci, évidemment, hein, et on a le théorème on a que quel que soit lambda appartenant à K, le qui U de lambda, donc on va le noter qui U, évidemment, le polynôme caractéristique de U, qui U de lambda, c'est déterminant de lambda fois l'identité de E moins U, bah oui, c'est le déterminant de sa matrice, donc c'est le déterminant de lambda. Et donc, lambda appartient à spectre de U, est équivalent à ce que qui U de lambda vaut 0. Donc finalement, les valeurs propres de U, ce sont les racines du polynôme caractéristique de U en dimension finie. Alors, les racines, ben, ça a une caractéristique hein, qui sont la multiplicité hein, en tant que racine de U, donc par définition, on suppose toujours la dimension de E finie, et on prend U appartenant à L de E, lambda une valeur propre de U, on appelle multiplicité de lambda comme valeur propre de U, sa multiplicité mu de lambda comme racine de qui U. Bon, alors il ne faut pas confondre cette multiplicité de lambda comme valeur propre de U avec la dimension du sous-espace propre. On va voir quand même qu'on a un lien, et ceci, hein, on peut le démontrer à partir de la proposition suivante. Donc on suppose toujours que la dimension de E est finie. U appartenant à L de E. F, un sous-espace vectoriel de grand E stable par U. Petit v, l'endomorphisme induit sur grand F. Et bien alors, qui v divise qui U. Alors démonstration, on prend E1 EP, une base de grand F complétée en E1 EN, base de grand E. Alors soit grand M, la matrice de U dans la base E. Alors,
Donc E, c'est la base évidemment E1, pardon, en E, non. C'est en E égale E1, Alors, M est de la forme grand A, grand B, 0, grand C, avec grand A qui est la matrice de V dans la base E1EP. Donc, xin moins m est égal à xip moins a moins b, 0, xin moins p moins c, et qui indice m de x, qui u de x d'abord, c'est qui m de x. Donc, on calcule ce déterminant-là, ça fait déterminant de xip moins a fois déterminant de xin moins p moins c. C'est un déterminant triangulaire par bloc, ce qui fait qui a de x, qui c de x, qui a de x et qui v de x, qui c de x, avec ce polynôme-là qui appartient à 4 chez x, et donc qui v divise qui u. Bon, on va en déduire immédiatement le théorème suivant. Donc on suppose que la dimension de E est finie, U appartenant à L de E. On prend lambda appartenant au spectre de U. Et bien alors, on a 1 inférieur ou égal à la dimension du sous-espace propre associé à lambda, qui est plus petit que mu de lambda, ou mu de lambda, comme ci-dessus, ça désigne la multiplicité de lambda comme racine de qui u, ou de valeur propre de u. Démonstration, il y a EU de lambda est évidemment stable par U, puisque pour tout x appartenant à EU de lambda, on a U de x et de lambda x, est stable par U, et l'endomorphisme induit est lambda fois l'identité de EU lambda. On va noter petit v, et on a évidemment que qui v de x, c'est x point lambda fois à la puissance la dimension de EU de lambda. Donc, la dimension de EU de lambda est plus petite que mu de lambda. Et d'autre part, par définition même, EU de lambda n'est pas réduit à 0. Donc, la dimension de EU de lambda est plus grande ou égale à 1. Corollaire, évidemment, c'est que si mu de lambda est égal à 1, alors, eh bien, dimension de EU de lambda, qui est coincée entre 1 et 1, est égale à 1. Voilà. Endomorphisme dit l'analysable.
Par définition, donc on a toujours grand E avec un espace vectoriel, on suppose que la dimension de E est finie, et U appartenant à L de E. On dit que U est diagonalisable. S'il vérifie les conditions équivalentes, premièrement, il existe une base rond de grand E telle que la matrice de U dans la base E soit diagonale. Deuxièmement, il existe une base E rond de grand E formée de vecteurs propres de U. Et troisièmement, E est somme directe des sous-espaces propres de U. Démonstration. Un équivaut à 2 est évident. C'est-à-dire que la matrice de U dans la base E est la diagonale lambda 1, lambda n. C'est-à-dire que EU de EI, c'est lambda I, EI. Voilà. 3 implique 2 est évident aussi. On prend des bases des sous-espaces propres de U et on les réunit. Donc il nous reste à plus qu'à montrer que 2 implique 3, ou que 1 implique 3 d'ailleurs, ce sera peut-être mieux. Donc, on suppose qu'il existe une base E rond de grand E, telle que la matrice de U dans la base E soit diagonale. Donc, quitte à permuter les vecteurs de E, on peut supposer que la matrice de U dans la base E c'est la matrice diagonale donc de lambda 1, lambda 1, lambda 2, lambda 2, lambda P, lambda P. Où les lambda I sont 2 à 2 distincts. Bon, alors ici, on va supposer qu'on a ça M1 fois, M2 fois, MP fois. Alors, le polynôme qui U de x, c'est évidemment x moins lambda 1 puissance M1. X moins lambda P puissance MP. Ouais.
Donc, le spectre de U de plus la dimension de EU de lambda I est clairement plus grand O égale à MI, puisqu'on a MI vecteur de la base de grand E, hein, qui sont dans EU de lambda I, d'où la dimension de la somme directe de I égale 1 à P des EU de lambda I est supérieure ou égale à la somme des MI, qui vaut évidemment la dimension de grand E, d'où évidemment grand E est la somme directe des EU de lambda I. N'oublions pas qu'on a démontré que les sous-espaces propres sont toujours en somme directe. Voilà. Alors maintenant un théorème qui va caractériser les endomorphismes diagonalisables, donc toujours avec les mêmes hypothèses. Alors, U appartenant à l'île de E, en équivalence de U est diagonalisable. Deuxièmement, le polynôme TU est scindé sur K. Et pour toute valeur propre de U, et on a que la dimension de EU de lambda est égale à MU de lambda, qui est la multiplicité de lambda. Alors, démonstration. Alors, 1 implique 2. Bon, en fait, il suffit de se reporter à la démonstration précédente. Hein, si on suppose que la matrice de U dans la base E, c'est la diagonale. Voilà, lambda et lambda P distincts. On a vu que qui de x, c'est x moins lambda 1 puissance M1, x moins lambda P puissance MP, donc il est scindé sur K. Donc le spectre de U, c'est lambda 1, lambda P. On a vu que dans ce cas-là, hein, la dimension de la somme directe de EU de lambda I, hein, donc on a vu que QU est scindé. Et que quel que soit lambda, la dimension de EU de lambda est plus grande ou égale à MU de lambda. C'est une égalité qu'on a ici, mais on sait d'autre plus que la dimension de EU de lambda est toujours plus petite que MU de lambda, d'où l'égalité. Alors 2 implique 1. Ben, on suppose que QU scindé a de racines lambda 1, lambda P.
Eh bien alors, la dimension de la somme directe de I égale 1 à P dE de lambda I, ben, c'est la somme des dimensions des E de lambda I. Donc, puisqu'on a supposé que la dimension de U de lambda I est toujours égale à mu de lambda I, c'est la somme de I égale 1 à P de mu de lambda I. Ça, comme le polynôme caractéristique c'est 1D, la somme des multiplicités, c'est le degré. Et le degré de TU, c'est la dimension de grand E. Donc, E est la somme directe de E de lambda I, ce qui montre que U est diagonalisable. Corollaire, qui va jouer un certain rôle par la suite. On suppose toujours que la dimension de grand E est finie. Et que U appartenant à L de E. Si QU est scindé à racine simple, U est diagonalisable. Ma démonstration. On a vu que mu de lambda égale 1 implique que la dimension de mu de lambda est égale à mu de lambda. Et donc, on a bien que les dimensions des sous-espaces propres sont égales aux multiplicités des valeurs propres. Et comme QU est scindé, ben ça implique que l'endomorphisme est diagonalisable. Alors, pratique de la diagonalisation. C'est une des possibilités. Hein. Alors, premièrement, calculer TU. Et en chercher les racines. Alors, est-ce que c'est possible? D'abord, calculer TU, c'est pas forcément évident. Il faut prendre la matrice de TU dans une bonne base et puis calculer TU. Est-ce que c'est possible ou pas? Ça peut être relativement difficile. Et une fois qu'on a TU, il faut en chercher les racines. Or, on sait bien qu'à partir du degré 5, on n'a plus de possibilités, on n'a plus de formule permettant de calculer les racines d'un polynôme. Donc, c'est une étape qui pose évidemment certains problèmes. Deuxième étape, pour chaque racine, lambda de TU, eh bien, chercher, déterminer le sous-espace propre correspondant.
Alors ça, c'est résolution d'un système linéaire, évidemment, homogène. U moins lambda fois l'identité de x est égal à 0, ce qui va être encore équivalent à m moins lambda in fois le grand x égale 0 si on travaille dans une base. Alors évidemment, tester si mu de lambda est égal à dimension de E de lambda, pour savoir s'il est diagonalisable. Troisièmement, eh bien, déterminer une base de chaque E de lambda et les réunir en une base de E. De toute façon, on sait qu'ils sont en somme directe. Hein. Matrice diagonalisable. Considérons grand M appartenant à une matrice carrée. N à coefficient dans K. Bon, on définit de manière évidente. On définit valeur propre, vecteur propre de M. À partir de l'équation, M égale à lambda x, avec x différent de 0 évidemment. Alors définition. Grand M appartenant à MK de N. On dit que M est diagonalisable. Si elle vérifie les conditions équivalentes. Premièrement, grand M est la matrice dans une certaine base d'un endomorphisme diagonalisable. D'un K espace vectoriel grand E. Deuxièmement, grand M est semblable à une matrice diagonale. Troisièmement, il existe une base de K puissance n formée de vecteurs propres de grand M. Quatrièmement,
K puissance n qui est identifié aux matrices à une ligne et une colonne, et somme directe des sous-espaces propres de M. Bon, l'équivalence des quatre conditions est absolument évidente. On obtient un théorème. Attendez qu'il détoule évidemment de grand M est la matrice d'un endomorphisme diagonalisable. Considérons grand M appartenant à MK de N. On a équivalence de, premièrement, grand M est diagonalisable. Deuxièmement, M est scindé, le polynôme caractéristique sur K, et pour chaque racine lambda de M, on a que la dimension du sous-espace propre de grand M associé à lambda est égale à la multiplicité de lambda comme racine de M. Donc ça découle immédiatement de la même propriété pour les endomorphismes diagonalisables. En la pratique, corollaire d'abord, si M est scindé à racine simple, alors grand M est diagonalisable. Pratique de la diagonalisation. Ben c'est pareil, calculer M et ses racines. Avec la même difficulté évidemment. Deuxièmement, déterminer EM de lambda en résolvant le système linéaire homogène M moins lambda IN x égale 0. Troisièmement, déterminer une base de chaque et les réunir et former une matrice de passage P de la base canonique à cette nouvelle base P-1 MP est alors diagonale.
Alors, trigonalisation. Définition. Comme toujours, on suppose que la dimension de E est finie. Et on prend U appartenant à L de E. On dit que U est trigonalisable. S'il vérifie les conditions équivalentes. Premièrement, il existe une base E-rond de grand E telle que la matrice de U dans la base E soit triangulaire supérieure. Alors, supérieure, mais de toute façon, ça n'a pas d'importance, parce que si la matrice de U dans la base E1-EN est triangulaire supérieure, la matrice de U dans la base EN-E1 est triangulaire inférieure. Deuxièmement, il existe une base E1-EN de grand E, tel que soit I appartenant à un N, U de EI, appartient à vecteur de E1-EI. Troisièmement, il existe une suite F0 égale 0 inclus dans F1 de sous-espace vectoriel de grand E stable par U tel que pour tout I, la dimension de FI soit égale à I. Bon, démonstration. 1 équivaut à 2 est évident. Le fait que la matrice soit triangulaire supérieure traduit exactement le fait que U de I appartient à vecteur de E à EI. 2 implique 3 est évident. Et je prends des phi égale vecteur de E à EI. Et pour le 3 implique 2, il y a qu'à utiliser de manière répétée le théorème de la base incomplète. Répéter pour construire successivement les bases de chacun des EFI. Bon, alors on a théorème. Alors toujours dimension de E finie et U appartenant à L de E. Alors U est trigonalisable. Si et seulement si, qui U est scindé. Démonstration. Si la matrice de U dans une certaine base E est triangulaire supérieure, alors qui U est égal au produit de x moins lambda I
donc les scindés. La réciproque. Donc on suppose le TU scindé et on démontre que U est trigonalisable. On va faire ça par récurrence sur la dimension de grand E. Bon, si la dimension de grand E est égale à 1, il n'y a rien à démontrer. Toute matrice 1, 1 est triangulaire supérieure. Donc on suppose le résultat vrai. Pour les espaces de dimension n-1. Et que dimension de E égale n. Donc soit U appartenant à L de E, tel que TU soit scindé. Alors, soit lambda une racine de TU, puisque alors lambda est valeur propre de U, et je vais prendre E1, un vecteur propre associé, que l'on complète en E1, En, base de grand E, soit P la projection de grand E sur vect de E de En, parallèlement à E1, alors vect de E de N est stable par P rond U, eh bien soit V l'endomorphisme de vect de E de N induit par P rond U. Et grand A la matrice de V dans la base de En. Alors, constate immédiatement que la matrice de U dans la base E1, En est de la forme lambda 0, ici il y a quelque chose, et ici il y a grand A. Donc, TU est égal à x moins lambda qui A est égal à x moins lambda qui V. Donc qui V est scindé. Et par hypothèse de récurrence, il existe une base, mettons V de Vn, de vect de V de Vn, tel que
la matrice de V dans la base V de Vn soit triangulaire supérieur. Alors, la matrice de U dans la base E1 V2 Vn est égale à lambda 0, etc. Et puis c'est la matrice de V dans la base V2 Vn est triangulaire supérieur. Alors, en ce qui concerne les matrices, définition, considérons M appartenant à MK de N. On dit que M est trigonalisable si elle vérifie les conditions équivalentes premièrement, grand M est la matrice d'un endomorphisme trigonalisable d'un certain K espace vectoriel de rang 2. Deuxièmement, grand M est semblable à une matrice triangulaire, par exemple supérieure alors, théorème qui va découler immédiatement du théorème similaire pour les endomorphismes. Considérons M appartenant à MK de N. Alors, M est trigonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique qui M est scindé sur K. Alors ça c'est intéressant parce que, ce qui concerne les matrices, supposons que Km n'est pas scindé sur K, on sait qu'on peut trouver un corps L contenant K sur lequel Km est scindé, mais la matrice grand M qui appartient à MK de N appartient aussi à ML de N. Donc une matrice, quitte à étendre le corps de base, eh bien, on peut la trigonaliser. Alors un théorème qui va être intéressant, qui découle de ceci, théorème, l'ensemble des matrices diagonalisables est dense dans MC2N, dans le corps des nombres complexes. Évidemment pas sur le corps des nombres réels, ni d'ailleurs sur d'autres corps. Alors, démonstration. Alors, soit grand M appartenant à MC2N. Alors, puisque le corps de base est C, qui M est scindé sur C, donc grand M est trigonalisable
Et donc on peut écrire M égale grand P T P-1 avec P qui est une matrice inversible, P appartenant à G, et grand T triangulaire supérieur. Grand T, c'est la matrice TIJ. Alors, on a donc grand T qui est la matrice T11, TNN, 0. Puis ici des TIJ. Alors, soit P appartenant à une étoile, et TP, la matrice, eh bien, on va prendre T11, T22 plus 1 sur P, T3 plus 1 sur P2, TNN plus 1 sur P puissance n. Ici, on laisse des zéros, ici, on laisse les TIJ. Alors, l'ensemble, prenons soit I et J tel que I différent de J. L'ensemble des P appartenant à n étoile tel que TII plus 1 sur P puissance I-1 est égal à TJJ plus 1 sur P puissance J-1. Cet ensemble est fini. En effet, ça veut dire que 1 sur P est solution, est racine d'un certain polynôme, hein, et donc il n'a qu'un nombre fini de racines, et a fortiori un nombre fini de la racine de la forme de 1 sur P. Donc, il existe un grand N appartenant à grand N, tel que P plus grand N implique que, quel que soit IJ, tel que I différent de J, TII plus 1 sur P puissance I-1 est différent de TJJ à ce moment-là, le polynôme caractéristique de TP on va prendre TP plus N, hein, le polynôme caractéristique de TP plus N, hein, pour P positif ou nul, et c'est un D à racine simple. Donc, TP est diagonalisable. De plus, ou plutôt TP plus N. De plus, limite, quand P tend vers plus infini, de TP plus N est égal à grand T. Alors posons MP égale grand P, T indice petit p plus grand N, grand P moins 1. On a que grand MP est diagonalisable, puisqu'il est semblable à une matrice diagonalisable. Et limite de MP égale à M. Donc M est limite d'une suite de matrices diagonalisables.
qui montre bien que l'ensemble des matrices diagonalisables est dense dans MC2N.